Voilà, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Très chers téléspectateurs de ZM Télévision, merci de nous rejoindre ce parti pour ce énième numéro de votre magazine. Pour ce numéro, nous n'allons pas parler de la politique, nous allons parler des entités territoriales décentralisées. Vous le savez peut-être que les développements d'un pays et d'une entité territoriale décentralisée en particulier dépend de la manière dont le pouvoir politique est organisé au pays. Nous en parlons, comment fonctionnent les entités territoriales décentralisées, comment est-ce qu'elles sont gérées aujourd'hui. On en parle avec nos spécialistes qui sont ici et sur le plateau, et puis nous allons aussi miser sur le programme de développement à la base de 145 territoires. Vous le savez, pour développer la RDC, selon le gouvernement de Warrior, il faudrait développer les entités décentralisées, mais aussi des territoires. Les développements doit partir de la base pour aller vers le sommet. C'est ce que pense le gouvernement. Mais qu'en est-il? Quelle chance pour ce programme des développements à la base de 145 territoires, alors que les entités territoriales décentralisées, vous le savez, sont dans un état, j'hésite à dire, piteux. On en parle tout à l'heure avec nos invités sur ce plateau. Maître Honoré Moussoko, il est coordonnateur national du Mouvement pour le Changement. Maître Honoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà. Alors, comme d'autres co-débatteurs, Maître Sunzu Kalunga, qui est membre du Mouvement pour le Changement. Maître Sunzu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Lionel. Merci de m'avoir accepté sur votre plateau. Ça fait un bail, maître. Mais naturellement, on est multicasquette, on est en train de s'occuper d'un certain nombre de questions, mais on ne peut pas laisser les autres. C'est pourquoi ce soir, nous sommes avec vous pour parler de la décentralisation, qui est une question extrêmement importante pour notre peuple. Et donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Maître Sunzu Kalunga. Monsieur Mines Kwete, membre du Mouvement pour le Changement, bonsoir et bienvenue d'être sur ce plateau. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir sur ce plateau. C'est une première fois? En effet, c'est une première. On pense que ça ne sera pas une dernière fois? Pas du tout, pas du tout. Vous y allez prendre de l'habitude comme les autres co-débatteurs? Bien entendu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mines Kwete. Je commence par Maître Honoré Moussoko, coordonnateur national du Mouvement pour le Changement. Avant d'aborder la vraie thématique sur la transparence dans la gestion de ZTD, pourriez-vous nous rappeler brièvement quelles sont les caractéristiques d'une entité territoriale décentralisée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une entité territoriale décentralisée est caractérisée par principalement l'autonomie. Et là, l'autonomie sur plusieurs aspects. L'autonomie des gestions, donc autonomie administrative, autonomie financière, c'est-à-dire qu'une entité territoriale décentralisée a son propre budget, différent de celui de l'État, différent de celui de la province. Mais il y a aussi l'autonomie organique. Ça signifie qu'une ETD a ses propres organes qui sont différents de ceux d'autres institutions de l'État. Ses propres textes réglementaires aussi? Naturellement, les textes de base, c'est la loi. Il y a 2 lois organiques qui organisent justement les ETD, mais aussi les provinces. Mais naturellement, comme chaque structure, il peut y avoir un règlement interne qui, disons, fixe la modalité de comment ça se passe à l'interne. Et j'allais ajouter aussi qu'il y a autonomie technique dont bénéficie une ETD. Voilà ce que je peux dire concernant les caractéristiques d'une ETD. C'est une entité locale, mais qui est dotée de l'autonomie, de la personnalité juridique. Ça signifie une ETD n'est pas le prolongement de l'État. Disons de l'État au sens strict du terme, parce que, en fait, tout cela fait partie de l'État congolais. Mais dans l'organisation interne, il est fait, les choses sont faites de telle sorte que on dote une entité territoriale décentralisée en quelques marges de manœuvre, naturellement, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan organique, sur le plan technique. Et pourquoi? Parce que l'objectif d'une ETD, pourquoi l'État congolais a choisi
ces systèmes, la décentralisation. C'est pour rapprocher l'administration des administrés. Comprenez un grand pays comme les nôtres, avec autant de localités qui sont éloignées de Kinshasa. Si tout doit dépendre de Kinshasa, alors ça poserait d'énormes difficultés. Alors, pour que cela marche, il est important que chaque ETD ait une personnalité juridique. Elle peut agir en toute autonomie, sans besoin pour une action qui relève ou qui rencontre un intérêt local, aller se référer à Kinshasa ou à la province. Voilà, en bref, ce qu'est une ETD. Voilà. Merci beaucoup, Maître Honoré Moussoko. Maître Sunzu Kalunga, Maître Honoré nous a donné les caractéristiques des entités territoriales décentralisées. À votre niveau, Maître Sunzu Kalunga, comment fonctionnent les ETD? Comment doit fonctionner une entité territoriale décentralisée? Et merci beaucoup pour la question. Partant des considérations d'autonomie, effectivement, il y a un certain fonctionnement qui est pratiquement commandé au niveau de la base, au niveau des organes de cette entité, parce qu'au fait, en considération aussi du fait que la philosophie qui a sous-tendu ou qui sous-tend ces mécanismes-là voudrait qu'on rapproche l'administration des administrés, mais pour un objectif, l'objectif qui est le développement impulsé depuis la base. Et à partir de ce moment, cette ETD, cette entité doit avoir ses propres organes, doit avoir l'impulsion, c'est-à-dire une sorte de leadership au niveau local qui permet que, en ne sortant pas de la législation, parce que tout se fait dans le cadre, dans les limites de la législation. Mais alors, cette législation a prévu l'ère des jeux où tous ces organes, tous ces animateurs des entités territoriales décentralisées vont commencer à s'émouvoir dans le respect de règles de jeu. Et donc, l'objectif étant de pouvoir impulser le développement, une ETD fonctionne en s'appuyant sur l'autonomie financière, l'autonomie administrative. Nous avons parlé, et comme tout à l'heure, le coordonnateur national a parlé de l'autonomie technique. Mais parce qu'elle est dotée d'une personnalité juridique, tout dépend maintenant de la capacité managériale de l'animateur principal d'une ETD qui permet de comprendre ce qu'on appelle la personnalité juridique comme un outil qui lui permet de pouvoir entrer en contact avec d'autres entités, pourquoi pas au-delà même des frontières nationales, pourquoi pas dans les milieux de certains opérateurs pour arriver à régler des problèmes qui tenaillent la population de cette entité. Mais ça ne sera pas outrepassé de textes, je dirais, réglementaires, lorsque vous dites que ces ETD ont des organes, ouais. Ces ETD ont des textes, Ouais. ces ETD ont une administration. Quand vous dites qu'il faudrait, il peut même aller au-delà, collaborer avec d'autres entités, Oui. j'imagine d'autres pays. Oui, naturellement. Ça ne Oui. va pas dans le sens d'empiéter peut-être le texte prévu? Non, malheureusement, non. Les textes eux-mêmes prévoient les cadres dans lesquels ces ETD peuvent se mouvoir pour aller outre les frontières nationales. Je prends le cadre, par exemple, de la coopération décentralisée. Je peux donner le cas d'un jumelage qui se ferait entre, d'ailleurs récemment, il y a eu un jumelage entre la commune d'Evray et la commune de Ngaba. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un cadre qui est tracé déjà par la législation, donc il n'y a pas à aller au-delà. Mais tout cela pour considérer qu'ils ont la personnalité juridique, ils peuvent engager, c'est-à-dire son animateur ou ses animateurs peuvent l'engager par rapport à d'autres personnes morales pour l'intérêt, n'est-ce pas, pour répondre aux attentes du développement de cette entité et les bien-être. Parce qu'au fait, tout doit se faire dicté par l'amélioration de la qualité de vie des administrés de cette entité. Je peux aller encore plus loin quand je parle de l'interactivité, sinon des contacts qu'une ETD peut avoir avec d'autres personnes morales. Une ETD peut par exemple
dans le cadre de la réalisation d'un projet de développement au niveau de la base, à son niveau, au profit, n'est-ce pas, de la communauté, aller contracter par exemple un emprunt, un prêt au niveau d'une banque, qui est une autre personne morale. Mais tout cela est prévu par la législation organisant, n'est-ce pas, ces ETD-là. Et donc, il n'y a pas de crainte à pouvoir aller au-delà du moment où les textes les prévoient. Et donc voilà, je me résume en disant que les ETD fonctionnent tout en tenant compte de ces principes-là, principes d'autonomie financière, d'autonomie administrative et naturellement la personnalité Voilà. juridique. Merci beaucoup, Maître Sunzu. Si vous permettez, Lionel, Maître Honoré. juste en complément à ce que Maître Sunzu vient de dire, et ce fonctionnement est basé sur les organes de chaque ETD. Prenons la commune ou voilà, la ville. Il y a deux types d'organes. Il y a un organe exécutif qui est chargé de la gestion et un organe délibérant qui contrôle la gestion, l'organe exécutif. Donc, le fonctionnement est Assemblée provinciale. Oui, par exemple, au niveau de la province, nous avons Et le gouvernement le provincial. gouvernorat, qui est un gouvernement provincial, mais qui est contrôlé par l'Assemblée provinciale. Au niveau de la ville, nous avons la même logique. Nous avons l'exécutif, les collèges exécutifs urbains, qui est contrôlé par les conseils urbains. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mines Coët, au-delà de tout ce que viennent de dire vos co-débatteurs, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de développer un pays à dimension continent avec 2 345 000 km²? Est-il possible de développer ce pays avec ces modes d'entités territoriales décentralisées? Merci pour la question. Je crois que c'est très frappant et probant. Vous savez, il y a un exemple qui a été donné de territoires des ETD très loin de Kinshasa, par exemple. S'il fallait dépendre de Kinshasa pour tout, tu vois, toute décision à prendre quant à un projet à initier sur le terrain qui a un avantage direct sur la population, ça pose problème. Et c'est ce que nous avons vécu. Il y a une période où tout était à Kinshasa et des gens, pour avoir un petit acte important de la vie administrative, il fallait dépendre de Kinshasa. Mais il est possible parce que, vous le dites d'ailleurs, ce pays est tellement vaste. Et moi je vois, il y a cette approche, je dirais, bottom-up. Il y a cette approche de la base qui part de cette base. Si au niveau de la base, les gens peuvent initier des projets, peuvent s'organiser, et je crois que de là, petit à petit, ça peut monter et prendre, disons, c'est possible. C'est pour répondre à cette question, je dirais que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est la meilleure approche à mon sens. Mais la base qui semble être, je dirais, ignorante. Ah, voilà, au fait, c'est là justement... Ignorante du rôle qu'il a joué dans les développements de son entité. C'est là justement où nous intervenons, nous en tant que mouvement pour le changement. Nous avons justement ça comme objectif, c'est de pouvoir informer cette base d'abord l'existence et décentralisation et de ce que les mécanismes de cette décentralisation, comment est-ce que au niveau de la base, ce développement peut être impulsé. Donc c'est là notre point de départ, c'est informer évidemment. Si les gens ne savent pas, ils ne savent pas non plus agir. C'est justement notre objectif, entre autres, c'est vulgariser, informer cette base-là. Donc je crois que c'est possible. Vous aviez tantôt donné l'exemple de Kinshasa. Vous avez dit tantôt si Kinshasa devrait attendre du gouvernement central pour prendre certaines décisions. Vous voyez, est-ce que ça pourrait peser dans la gestion de certaines choses? Mais pourquoi il y a, je dirais, il y a empiètement ou chevauchement? Il y a deux fois Kinshasa prend des décisions, mais que le gouvernement central peut-être va dans le sens d'empiéter. Pourquoi? Comment expliquer ça? Je ne sais pas si vous avez des exemples ou des cas particuliers, je n'en vois pas directement. Mais je crois que, comme mes autres collègues On l'a l'ont dit... vécu, hein, Maître Honoré. On l'a vécu. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que si cela se produit, c'est une erreur, justement. Mais là, les textes sont là, qui ont déterminé les limites des entités décentralisées et les différentes, justement, à différents niveaux. Les textes sont là.
S'il y a empiètement, c'est une erreur. C'est justement ce que nous voulons faire, informer les uns les autres, pour que dans la suite, prochainement, qu'il n'y ait plus ce genre d'empiètement. Tout est déterminé, la loi prévoit les limites de chacun joue sa de partition. chacun. Effectivement, c'est cela, justement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Minez Côté. C'est ça? Voilà. C'est ça, justement. Merci. Maître Honoré Moussoko, je vais relever une chose. On parle de la transparence dans la gestion de ZTD. Mais les ressources provenant de recettes à caractère national, le ZTD en droit à 40%. Vous imaginez, de la part de recettes nationales allouées aux provinces. Est-ce que, je repose cette même question, il est possible de développer ces entités dans de tels cas? Vous donnez d'abord au gouvernement central, et puis vous, en retour, vous recevez 40%. Avec tout ce que ces entités ont comme problème. Oui, Au niveau des infrastructures, il y a plusieurs problèmes qui se posent. exact. Et il y a plusieurs problèmes. Et je comprends, les 40% que vous évoquez font partie de ce qu'on appelle la rétrocession. Et il s'agit de recettes du gouvernement central, mais qui sont réalisées dans les ressorts de la province des ETD. Et le gouvernement est censé, de par la loi, c'est réglé par la loi, rétrocéder 40%. Mais il faut préciser ceci. Les ETD ont deux types de ressources. La rétrocession, mais il y a aussi les ressources propres des ETD, sous lesquelles il n'y a pas à faire cette clé de répartition des 40% pour les ETD, 60% pour les gouvernements centraux. Ce sont des recettes que le gouvernement central, l'État, a cédé aux ETD. Je prends l'exemple de les revenus, l'impôt sur les revenus locatifs. Au départ, cet impôt était prélevé par l'État, le gouvernement central. Mais pour permettre aux ETD d'avoir de ressources suffisantes, l'État, le gouvernement central, a cédé aux ETD. Mais il y a aussi, naturellement, l'impôt sur l'impôt foncier. Mais au-delà, les ETD ont de riches possibilités d'avoir beaucoup de ressources. Et ils ont la possibilité. Une commune peut. Tout à l'heure, on a échangé avec Maître Sozu sur l'initiative d'une commune de la ville de Lubumbashi. La commune de Lubumbashi, justement, qui aujourd'hui a créé une société de transport avec des véhicules qui font les transports en commun, et ces recettes, c'est pour la ville, non, pour cette commune. Ici également, une commune peut investir dans l'agriculture. Donc, il y a toute une gamme de possibilités. À donner, octroyer ces recettes au gouvernement central. Non, pas du tout. Nous l'avons dit. L'autonomie financière, l'autonomie administrative et l'autonomie du patrimoine, de biens de chaque commune. Une commune a ses biens qui n'appartiennent pas au gouvernement, qui lui appartiennent en propre. Donc, si une commune a une participation dans une société économique et qu'il y a des dividendes, il y a de l'argent qui vient de cette participation, cet argent appartient exclusivement à la commune. La province peut faire la même chose, la ville peut faire la même chose. Malheureusement, en pratique, il y a très peu d'initiatives dans ce sens. Donc, pour revenir à votre question, les ressources à la disposition des ETD, communes, villes, secteurs et consorts, il y a possibilité d'avoir beaucoup de ressources et de répondre aux besoins du développement. Mais nos entités prennent très peu d'initiatives, comme du reste d'ailleurs, nous-mêmes, nous prenons très peu d'initiatives. Et donc, au-delà de la rétrocession, il y a également des fonds propres que les communes, que les villes, les secteurs chefferies peuvent avoir et répondre aux besoins du développement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Honoré Moussoko, Maître Sunzu Kalunga. Selon le législateur, en parlant des entités territoriales décentralisées, on voudrait développer le pays en intégrant, comment dire, faire participer le citoyen dans la gestion de ce pays. La participation citoyenne. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos ETD, ça ne reflète pas l'idée des développements. On se demande pourquoi nos ETD sont dans ces conditions. Oui, c'est simple. Voilà même
la raison fondamentale de ce que nous, dans notre jargon, à l'interne du MC, nous appelons notre chantier. Effectivement, nous avons cerné, nous avons détecté, nous avons identifié ce problème comme étant un goulot d'étranglement. Il y a l'ignorance de la population. Voilà pourquoi le MCC donne comme devoir de commencer d'abord à travailler sur la vulgarisation de cet instrument juridique que la loi portant décentralisation, c'est-à-dire toute la législation irrelative, la porter à la connaissance de nos populations, sinon de nos masses populaires, pour dire, pendant que vous êtes là, il y a des riches possibilités de pouvoir travailler au niveau de la base et effectivement améliorer la qualité de nos localités, la qualité de nos villes, en fait de nos villes, la qualité de vie au niveau de différentes ETD, comme chefferies, secteurs, et ainsi de suite, les communes, tout en s'appuyant sur cette législation-là qui existe déjà. Et donc, en faisant les choses dans ce sens-là, vous n'aurez transgressé, vous n'aurez énervé aucune loi. Donc, il y a un espace d'action, un outil de travail qui est la loi portant décentralisation et qui est à votre portée, mais que vous ignorez. Ça, c'est la première démarche du MC. Notre... L'ignorance, c'est peut-être l'une des raisons qui font que l'esprit du législateur ne soit pas vécu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, parlons de l'ignorance, il y a la plupart de jeunes qui vont à l'école, qui savent lire et écrire. Est-ce que l'ignorance est vraiment une raison, je dirais, très fondée pour parler de cette absence de décollage de ZTD? Mais en partie, effectivement, lorsque il y a un grand penseur. Nous avons le NTIC aujourd'hui, ouais. Android, Internet. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont curieux. Attendez, vous parlez de technologies de communication. Mais ces moyens-là, ces outils-là, ces supports-là, on doit leur donner un contenu. Nous, EMC, nous pouvons travailler sur cette thématique, mais nous passons par ces technologies. Par exemple, nous avons un site internet au niveau du MC. Lorsque nous parlons décentralisation, nous parlons il y en a dans des moteurs de recherche aujourd'hui avec le naturellement. S'il veut connaître ce qu'est la décentralisation, il peut aller dans un moteur de recherche et puis se ressourcer. Ce n'est pas spontané. Ce n'est pas spontané. Il faut qu'on puisse vous stimuler d'abord. Il faut qu'il y ait un travail pédagogique. Et c'est ce que nous faisons pour dire, regardez, et ça c'est susciter l'intérêt. Quand l'intérêt n'est pas là, on a beau avoir un moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, ces thématiques-là, cette loi-là, personne n'ira vers. Vous pensez que tout ce qui est dans ces technologies, ces outils-là, tout le monde y va. Par moment, on va à ce qui n'est pas essentiel. Voilà pourquoi nous disons, la décentralisation étant sous-tendue par la philosophie, sinon le besoin de pouvoir approcher l'administration des administrés. Et alors, en dotant ces localités-là, certaines localités, certaines villes, certains, qu'est-ce que je peux dire, entités politico-administratives de notre pays, de l'autonomie financière, autonomie de gestion, autonomie de ceci, et y compris la personnalité juridique, nous venons avec ce message pour dire, regardez, au niveau, je prends le niveau d'une commune. Je peux être là parce que nous avons notre jargon. Nous pouvons dire par exemple, nous avons ce que nous appelons les collectifs actions citoyennes au niveau de chaque commune. Et ces messieurs-là, il est là pour travailler, dans le cadre du MC bien sûr, à pouvoir vulgariser, à pouvoir réveiller, à pouvoir être dans une sorte d'entraîner les administrés de la commune dans une sorte d'interactivité positive avec les autorités de cette commune. Je prends un exemple. Chaque commune a un budget, mais les gens ignorent. Vous allez entendre par exemple les gens dire le budget au niveau du gouvernement central, mais ils ignorent, ils sont à côté de la commune, ils ignorent que leur commune
on ne sait pas cette année, cet exercice, notre commune a quel budget et notre commune a quel plan d'action à notre bénéfice à nous. Et c'est le travail, le cheval Mais ils ne sont pas intéressés Mais dans naturellement. tout ce travail, processus de budget, élaboration du budget. Les citoyens n'y sont pas intéressés. Non mais attendez, vous attendez que qui les intéresse? Monsieur, je prends le cas d'une commune, monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre a ses prérogatives, monsieur le bourgmestre fait son travail. Et dans les limites de ce qu'il peut faire. Mais nous venons maintenant dans le cadre de la société civile pour pouvoir dire aux gens que la notion de budget, je prends la notion de budget, le budget n'est pas un mystère, il doit être rendu public. Et vous avez besoin de savoir comment je prends cet aspect-là, comment votre commune est gérée, et poser des questions, être regardant. À partir de ce moment, lorsque les gestionnaires cessaient surveiller de manière citoyenne, nous disons, pas avec brutalité, de manière citoyenne, et ça c'est notre travail, et nous pensons qu'effectivement, lorsque nous allons susciter l'intérêt dans les administrés à pouvoir chercher à savoir dans leur entité comment la chose publique est gérée à travers le mécanisme de la décentralisation, cet intérêt va culminer dans une culture. Et ça, c'est un objectif, c'est un challenge. Voilà. Et nous pensons qu'à terme, un les grand gens... travail et c'est challenge parce que Oui, mais RDC, ça a de longue haleine. 26 provinces, il faut imaginer des territoires, secteurs et tant d'autres. Lionel, C'est une tâche très dure. je sais que vous voulez me prendre la parole. Je reviendrai vers vous. Je voudrais vous dire ceci. Rapidement. Au moment où nous parlons, secondes, oui. le MC est disséminé à travers pratiquement tous les territoires nationaux. Implanté et il y a partout. des acteurs implantés évidemment partout, mais c'est un processus, mais en grande partie. Et lorsque vous trouverez quelqu'un à Bouta, vous trouverez quelqu'un à Isiro, il vous parlera ce même discours. Et parce que nous pensons que nous avons des objectifs à atteindre. Espérons que la formation idéologique au niveau du MC est très dure. Pas idéologique. Idéologique. Non, c'est une formation, je dirais, pratique sur la loi. Pas l'idéologie, mais Voilà. sur la loi. Merci beaucoup, Maître Honoré. Monsieur Minès Kouete, quels sont les facteurs qui empêchent nos entités territoriales décentralisées de décoller? Merci pour la question. Je crois que ça revient un peu presque à la même question posée. Moi, je crois qu'il y a eu une faille quelque part, il faut le reconnaître. Vous savez, il y a dans l'éducation actuellement, on parle du civisme, l'éducation à la citoyenneté. C'est un peu imposé aujourd'hui dans la plupart des facultés. Moi, je crois qu'on devait commencer déjà au niveau du bas âge. S'il y a cette éducation effectivement cette éducation à la citoyenneté, je crois que à travers cela, les gens apprendraient dès le bas âge, déjà on apprend aux enfants comment est-ce que notre territoire, notre pays est subdivisé, comment est-ce qu'il fonctionne. Attendez, je dis qu'il y a une faille. Je dis qu'il y a une faille quelque part, parce que l'intérêt, vous avez posé la question de savoir pourquoi les jeunes ne vont pas, mais l'intérêt doit être suscité. Je crois que ça part dès le bas âge, je le dis. Mais il y a un peu cette faille, hein, et au risque d'indexer les gouvernants, je dirais, c'est comme s'il y a S'ils sont responsables, pourquoi ne pas les indexer? C'est comme s'il y a une volonté de ne pas trop, au fait, insister là-dessus, parce que ça arrange peut-être certains. Moi, je crois que c'est ça, c'est quelque part, il y a cette faille, mais aussi, vous savez, il y a ce principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, et je crois qu'il y a un peu, il y a une part du gouvernement ou de l'État, je dirais. Parce que quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire quand même que l'État a prévu des mécanismes pour que tout le monde, tout citoyen, où qu'il soit, qui qu'il soit, puisse accéder à cette loi. Je dirais surtout dans la langue à laquelle il est ou elle est accessible, je dirais. Mais cette difficulté que nous voyons, c'est aussi à ce niveau. Parce que vous voyez, les lois sont édictées évidemment, le journal officiel, mais est-ce que vous direz à la maman qui vend le pain au coin de la rue là, que voilà, il y a telle loi, elle irait au journal officiel chercher? Non. Quelque part, c'est un peu cette faille que je relève, la faille du gouvernant de l'État de vulgariser. Parce que
Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous ne devez pas ignorer, tant que vous n'avez pas fait votre part de vulgariser, de rendre accessibles ces lois-là. Donc je crois quelque part, pour ajouter à ce que Maître Souzou disait, il y a ce côté-là. Donc pour que les ETD d'école, il y a cette information. Il faut lutter contre l'ignorance. Sont possible lutter ces ETD à un problème de financement aussi. Je peux balayer rapidement. Financement, Mais elles ne sont pas en mesure de réaliser certaines infrastructures parce que le financement, c'est qu'ils reçoivent comme rétrocession et des recettes qui sont mobilisées seulement au niveau de ces entités aussi ne sont pas grandes choses. non, je vais rapidement balayer. Il y a un problème d'initiative, Maître Moussoko l'a relevé, et les ETD ne prennent pas d'initiative. Au fait, nous ne sommes pas, je dirais, entreprenants. Parce que le champ est là et les possibilités sont là. Donc dire que les ETD manquent de moyens, je dirais que c'est un peu un faux fuyant. Le problème, le tout est d'apprendre. C'est ce que je dis. L'essentiel c'est de... Fouillant, quand vous Attendez. voyez On une vient, province, on vient- par exemple, on vient de relever ici... qui n'a pas d'aéroport, Attendez, il faut pas non plus mélanger les choses. Je crois qu'il y a, c'est comme on a dit, il y a des infrastructures, on parle des routes d'intérêt national, provincial et tout ça. Donc il ne faut pas mélanger le tout. Je dis que les limites, la loi a fixé des limites. Ok, jusqu'où est-ce que les ETD interviennent et ainsi de suite. Moi, je parle juste au niveau des financements. Je crois que c'est plutôt un manque d'initiative. Je crois que s'il y a des initiatives, des projets... de la part de gouvernants. Non, de la part des ETD, vous voyez, de la part de ces entités. Évidemment, le gouvernement, au niveau national, provincial, chacun a ses responsabilités, mais je dirais aussi, ici, moi, je m'apaisantis surtout sur les responsabilités, je dirais, au niveau des ETD. Donc, les initiatives, c'est ça qui nous manque. Mobiliser les fonds, c'est pas... c'est justement, ici, quelques éléments ont été relevés, les fonds propres, comme l'a relevé Maître Moussoko. Il est possible d'initier des projets et d'avoir des recettes. Donc, moi, je crois que l'essentiel, c'est d'abord, je dirais, bannir l'ignorance, lutter contre l'ignorance. Dès que les gens ont appris, dès que les gens s'approprient, Mais et en là, parlant de l'ignorance, ça va décoller. Monsieur Koueté, pourquoi ce fossé perdure entre le gouverné et les gouvernants toujours? Pourquoi ça perdure? Parce que la loi sur la décentralisation, c'est plus de 10 ans, je crois. C'est plus de 10 ans, mais il y a toujours un fossé entre le gouverné et les gouvernants. Le gouverné ne connaît pas se limite, son rôle et se limite. Les gouvernants, peut-être, il en connaît, mais je ne sais pas s'ils connaissent réellement. Si vous permettez, je pourrais compléter mon collègue. Il va terminer, puis on passera vers vous, vous allez ramasser. Je crois que, si j'ai bien compris le fossé dont vous parlez, c'est entre autres ce que la décentralisation fait, c'est pour, je dirais, combler ce fossé-là. Il est bien dit que c'est ramener l'administration vers les administrés. Je crois qu'avec l'application effective de la décentralisation, ce fossé devrait être réduit, ici pas éliminé. Je crois que c'est, à moins que j'ai mal compris votre question, je crois que c'est l'objet même, l'objectif de la décentralisation, c'est pour réduire cet écart-là, ramener l'administration vers l'administré. Évidemment, au travers de cette délégation, de certains pouvoirs, de certaines activités, d'une certaine autonomie, comme cela a été relevé tantôt ici. Donc je crois que le fossé ne devrait pas perdurer si la décentralisation est bien appliquée. Voilà, merci beaucoup, Ministre Koueté. Maître Honoré, En vous allez complément. répondre par rapport à cela, oui. Parce qu'il m'en semblait comprendre. Quand vous avez parlé des fossés, c'est au niveau de On devrait l'application. rapprocher quand Oui. même ces gouvernés Oui. pour le faire participer afin de le développer quand même. Exact. Moi, je vais relever la défaillance à deux niveaux. Premièrement, au niveau du gouvernement central. La Constitution l'oblige à pouvoir diffuser, vulgariser toute loi, chaque loi. Parce que dans chaque loi, il y a des devoirs et des droits des citoyens. Dans chaque loi. Voilà pourquoi la Constitution oblige le gouvernement à pouvoir la vulgariser. Non pas seulement
publié au journal officiel. Mais vulgariser, c'est porter à la connaissance. En français et dans les 4 langues nationales. Pourquoi? C'est pour permettre aux gens d'accéder à ces connaissances dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux. L'État, le gouvernement ne le fait pas. Alors, ça, c'est une défaillance. Une autre défaillance, c'est au niveau de citoyens. Parce que, voyez-vous, un État a 2 catégories d'acteurs. Il y a les acteurs gouvernants et il y a les acteurs gouvernés. C'est cette interaction qui fait que l'État fonctionne normalement. Alors, du côté de gouverner, il faut le dire, nos compatriotes, nos concitoyens sont très attentistes et ne prennent pas beaucoup d'initiatives. L'État a failli, c'est vrai, mais que faisons-nous? Nous, au niveau du MC, c'est une initiative citoyenne pour dire que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour contribuer à un bon fonctionnement des entités locales. Donc ces fossés perdurent parce que des part et d'autre, chacun n'a pas rempli son rôle. Il faut le faire pour que les choses changent. Je voulais également dire, lorsque les confrères, Maître Souzou, expliqué disons, la question, et vous avez sur votre question, l'ignorance. Oui, l'ignorance, je viens de le dire. Le gouvernement a failli de pouvoir porter à la connaissance du public les contenus de loi dans lesquels on a les droits et les devoirs. Mais cette ignorance, mais c'est aussi au niveau des initiatives citoyennes. Parce que sans interaction entre les gouvernés et les gouvernants, en tout cas, ce serait difficile de faire avancer les choses. Et voilà, donc, cette ignorance, parce que vous avez dit, il y a des moyens technologiques, on peut accéder. Non, 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 non. Il faut comprendre ce qu'on entend, ce qui est écrit dans la loi concernant les principes et mécanismes de la décentralisation. Et comme je dis, là-dedans, vous trouvez vos devoirs et vos droits. Là, il ne suffit pas d'aller lire sur Internet pour les comprendre. Il faut que ce soit porté, comme l'a dit Maître Souzou, de manière pédagogique, et peut-être dans la langue que vous comprenez le mieux. Tout le monde n'a pas étudié. Voilà pourquoi il est important de lutter contre cette ignorance, mais aussi de susciter dans l'opinion publique, dans nos compatriotes. Comment lutter contre cette ignorance? Bien sûr, par la Pensez vulgarisation. Que la simple vulgarisation suffit? Non, je dis bien par la vulgarisation. Ça, c'est la première chose. Il faut porter l'information à la connaissance de Congolais. Et dans les 4 langues nationales? Naturellement. Et nous, MC, nous avons commencé ce travail sur notre site Internet où nous publions les lois des bases en matière de décentralisation, non seulement en français, mais aussi dans les 4 langues nationales. Ok. Merci beaucoup, Maître Honoré. Maître Souzou, la thématique, c'est la transparence dans la gestion de ZTD. Qu'est-ce que le mouvement pour le changement fait de son côté pour aider quand même ces citoyens-là à participer à la gestion de son entité décentralisée? Oui, naturellement, c'est ça vraiment, c'est une question qui est au cœur. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau comme action pour vous facilitez vraiment cette transparence-là, pour que aujourd'hui un citoyen lambda d'une commune XY sache que bon, en fait, dans ma commune aujourd'hui, on a un budget de tel, parce que rien que la question sur le budget de la commune, l'on ignore. Ok. Nous n'allons pas ici venir étaler toute la stratégie qui sera déployée de manière graduelle, de manière processuelle, je veux dire, un processus. Mais grosso modo, qu'est-ce que je vous dis? Le budget doit être rendu public. C'est-à-dire, nous avons des équipes à tous les niveaux, au niveau de la ville, au niveau de la commune, au niveau de chefferie, au niveau de secteur. Ces équipes de membres du MC, suffisamment équipées en termes, suffisamment outillées en termes de la maîtrise des notions de base concernant la décentralisation,
ils ne vont pas se présenter comme étant des donneurs d'injonctions. Maître Ils Sudjo, viennent par exemple. prenons le cas de Kinshasa. Oui. À ce niveau, nous sommes dans la capitale congolaise, Kinshasa. Qu'est-ce que le MC fait entre le gouvernant et les gouvernés pour quand même qu'il y ait transparence? Pour qu'il y ait dans la gestion? transparence, Oui. voilà. À Je votre dis niveau, qu'il qu'est-ce y que a- vous faites? qu'il y a des équipes qui sont programmées pour le monitoring au niveau, par exemple, communal. Ce monitoring va consister, par exemple, en ceci que nous savons que chaque ETD a un budget. Ce budget est ignoré des administrés de la commune. Je prends la commune de Massina. Alors, l'équipe du MC va pouvoir approcher, dans un cadre beaucoup plus responsable, les animateurs, sinon les dirigeants de la commune donnée, je prends le cas de Massina, pour dire, mais écoutez, nous voulons avoir un peu accès à certaines données, notamment cette année ici, par exemple, cet exercice 2022, je crois, il y aura un budget à quelle hauteur? Même si c'est très modique, seulement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas mystérieux, qui doit être mis sur la place publique, porter à la connaissance des administrés. Mais l'autre volet, c'est de savoir, parce que vous parlez de transparence, c'est de savoir quel est le plan d'action, quel est le programme d'action de cette commune. Est-ce que vous l'avez Massina. déjà demandé Mais dans une commune je vous quelconque? parle, Tout à fait, oui. effectivement, je vous parle de ce que nous faisons, c'est ça notre travail. Je vous dis que c'est tout un processus qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais où vous venez, vous savez, le budget c'est autant, vous savez, qu'est-ce que le bourgmestre, par exemple, va faire pour les administrés des Massina. Et nous rentrons avec ça, nous médiatisons ça à travers, par exemple, notre site internet. Nous tenons des conférences. Nous conférons avec un certain nombre de notables pour porter à la connaissance dans la commune que voilà ce que notre bourgmestre va nous faire cette année. Et nous avons de moments, de rencontres encore. Peut-être trimestriellement, nous revenons pour voir si... Espérons qu'on va vous accompagner lors d'une descente sur terrain pour vérifier... Oui. Je voudrais, parce que vous parlez de la transparence. Ce contrôle et ce renforcement de la citoyenneté. De toute façon, c'est une culture qui doit être installée. Au début, ça a toujours été difficile. Mais nous allons le faire de manière responsable. Petit à petit, il y aura des effets d'entraînement. Parce que je prends sur 24 communes, il n'y aura pas que tout de suite, toutes les communes ne vont pas ouvrir la porte. Mais il y en a qui comprendront le bien fondé de cette démarche. Ils vont commencer, les autres vont suivre. Il y a un autre aspect de la transparence, rapidement. Ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Nous avons des bureaux de l'état civil, par exemple. Nous devrons mener une action de sorte que chaque administré, quand il va à la commune, nous demandons aux responsables de la commune d'afficher. Il y a des actes de l'état civil, par exemple, parce que vous parlez de transparence, mais j'aime parler aussi de la traçabilité de certains Que frais. les citoyens ignorent. Que les citoyens ignorent. Ça, c'est notre affaire, nous, MC, pour venir dire... Bon, nous savons par exemple que un acte qu'on sollicite, je prends l'attestation de naissance, je prends l'acte de naissance. Bon, si c'est 5 000, affichez ça, rendez ça public, de sorte que quand quelqu'un vient, il sait que c'est 5 000. Mais en contrepartie, vous lui donnez une quittance. Ça, c'est notre travail. Et ça garantit la transparence et la traçabilité. Lorsque cette culture ou ces réflexes va s'installer, par le fait de notre action, nous, MC, même un audit peut se faire, ce n'est pas nous. Nous aimerions évidemment. que vous commenciez par cela et savoir où va cet argent, tout ce que... Je vous ai dit que c'est un challenge ces bureaux pour le perçoivent. MC. On aimerait que vous commenciez par là. Si, naturellement. Ouais. Merci beaucoup, maître Minesquet. Monsieur Minesquet, j'ai deux maîtres. Je Comprenez comprends, que je vous comprends. soyez... Il faut lui dire aussi maître Lionel. Voilà. Alors, quelles sont les actions, je ne sais pas, à moyen terme, à court terme ou à long terme, que le MC, vous aviez, entrepris pour renforcer ce contrôle citoyen?
Merci pour la question. Donc, Maître Sounja a été hésitant, il a parlé des stratégies, il a évité de tout dévoiler. Avec vous, je crois que ça peut aller. Non, évidemment, nous n'allons pas, j'aimerais dire comme Maître Souzou, N'empruntez il n'est pas de pas, il n'est Maître pas Souzou. question nécessairement d'étaler tout ce que nous faisons ou tout ce que nous planifions à faire, ce qui est vrai. Vous l'avez dit, vous aurez peut-être à nous accompagner sur le terrain, vous verrez ce que nous faisons. Mais le travail de vulgarisation que nous faisons, voilà. Qui est derrière vous? Ça, c'est encore, je dirais, C'est pas clair. une culture qui est, je ne sais pas si je peux appeler ça une culture, dans le Congolais, c'est de savoir quand il y a une structure qui s'élève, une initiative citoyenne, c'est de demander qui est derrière. Qui est derrière, c'est le souci justement de ce développement-là, à la base. Et de Au servir travers... Un simple sens patriotique vous anime? Vous en Évidemment, êtes sûr? nous sommes sûrs, je vous dis. Nous sommes sûrs et c'est ce que je dis. Vous aurez l'occasion de nous voir sur le terrain. Mais au fait, vous savez, nous avons compris. Au fait, nous avons compris que la décentralisation ou le développement passe par la décentralisation. Et comme nous voulons que notre pays soit développé, et c'est comme ça que nous nous sommes engagés sur ce terrain-là. Parce que, voilà, nous l'avons ici démontré que ce développement qui part de la base est un développement garanti parce qu'il y a cette appropriation des acteurs, disons des gouvernés. Il y a la population qui s'approprie, j'insiste sur ce terme. Donc je crois que c'est ça qui nous anime. C'est ça qui nous anime. Je voudrais quand même revenir un peu, ajouter un élément sur ce que Maître Souzou disait. Je crois que pourquoi il y a ce souci. Moi, je crois qu'on ne peut pas toujours incriminer, entre guillemets, les gouvernants, je dirais. Vous savez, je pense que certains, j'aimerais penser que certains ne comprennent pas ou n'ont pas non plus tous les tenants, les aboutissants de cette décentralisation. Je crois que notre mouvement, nos initiatives ont aussi cet objectif d'échange avec ces gouvernants pour qu'eux-mêmes s'impliquent, parce que c'est ce que je dis. On agit selon qu'on connaît, ok? Mais quand on ignore certaines choses, on peut aussi agir pensant bien faire, alors qu'en réalité, on va à l'opposé de ce qui devrait être fait. Donc je crois que notre initiative ne vise pas à indexer nécessairement, mais aussi c'est cet appel, je dirais, ouvrir l'œil à tout le monde et aux gouvernants et aux gouvernés. Justement, c'est ça en fait, c'est élément que je voudrais ajouter dans le Mais cadre de pourquoi la transparence est le cadet de souci je dirais, dans une entité décentralisée? C'est comme si ce gouvernement-là n'ont pas droit de mettre à la place publique toutes les informations concernant cette entité. Pourquoi la transparence demeure le cadet de souci? Je crois qu'il y a un problème. Vous savez, les animateurs, en principe, les entités décentralisées doivent être élus. C'est ce qui est prévu en principe. Bon, encore une fois, je n'aime pas trop indexer, mais je vous dis ceci. Quand quelqu'un a été élu, ok, ils se sont redevables d'une certaine manière. Mais quand ce n'est pas une personne élue, vous savez, c'est difficile que cette personne-là se sente redevable vis-à-vis de ses administrés. C'est un peu ça aussi ce qui fait que nous, le mode d'accession au poste de responsabilité, c'est comme ça que nous militons, nous appelons, nous insistons, parce que c'est prévu, ce n'est pas seulement que nous venons inventer, c'est ce qui est prévu, qu'il y ait des élections, je dirais, jusqu'au niveau local. Parce que là, les gens vont avoir un sens de responsabilité et aussi se dirait, non, voilà, nous devons travailler dans la transparence parce que nous devons rendre compte à ceux qui nous ont élus et les gens s'y mettraient. Je crois que pourquoi la réponse serait entre autres ça. Ça c'est un peu... Espérons que ce scrutin vont se tenir, ce mot de scrutin vont se tenir. Nous les appelons de tous nos voeux. En 2023, ces élections locales connaissent des municipaux, de conseillers communaux et consorts. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin, donc on va prendre la question par rapport au programme de développement de 145 territoires, mais vous serez très explicite et puis court aussi pour terminer en beauté notre émission. Maître Honoré Moussoko, programme de développement à la base de 145 territoires, quelle chance donnez-vous à ce projet? Merci pour la question, mais permettez que je
revienne brièvement sur votre question concernant les plans d'action du MC. Et Maître Sonzo a eu raison de dire on ne va pas détailler, on ne va pas donner de détails. Mais les plans, en fait, consistent, je dirais, il y a deux grandes phases. La première, pour les ETD, je prends une commune. En 2021, il y a un budget qui a été exécuté. Le travail que nous faisons, MC, en ce moment, c'est pour revenir sur ces budgets exécutés de 2021. Est-ce qu'il a été exécuté conformément aux prévisions? Parce qu'il y a l'argent, mais il y a aussi un plan d'action. On va réaliser ça, 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 ça. Nous voulons, les travaux que nous faisons maintenant, c'est pour que nous et les administrés des communes, nous puissions voir si le budget 2021 a été exécuté conformément à ce qui a été prévu. Et c'est là-dedans que nous relevons ce problème que Maître Sonzo et Milez ont évoqué, de la transparence. Est-ce que les fonds collectés en 2021 ont été utilisés pour les besoins d'intérêt général? Deuxième phase, c'est les budgets 2022. Il faut qu'on arrive à dire qu'est-ce qui a été prévu. Et là, on fait aussi une étude. 2021, quelles leçons on a tirées pour que l'on tire les conséquences en 2022. Donc, voilà en gros le travail que nous faisons. Mais là-dedans, il y a des détails sur, par exemple, les perceptions de recettes publiques sans quittance, sans document qui l'atteste. Et ça combien l'État perd. Combien l'État perd, et c'est très important. Ça, c'est vraiment le travail que nous faisons en ce moment. Et donc, bien sûr, il y a la vulgarisation, pour que les gens se rendent compte. Et Milez a dit ceci. Les gens qui sont là en place en ce moment, ils n'ont pas été élus. La loi dit qu'ils doivent être élus. Mais ceux qui sont là sont nommés et ils ne se sentent pas rédevables. Ils ne se sentent pas dans l'obligation de rendre compte il faut de à la l'argent population. pour organiser ces élections. Ah, c'est prévu et nous pensons Ces élections qu'effectivement, locales, elles vont avoir il faut lieu. de l'argent. Naturellement. Mais Il faut un budget. c'est pas seulement pour ces élections, c'est pour la présidentielle, c'est pour les législatives, à deux niveaux. Et donc, heureusement, j'ai vu dans la feuille de route de la CENI que les élections urbaines, communales et locales auront lieu. Et ça va être un rendez-vous important pour la décentralisation. Pensez-vous que ces élections générales auront lieu? La loi le dit. Pas la présidentielle et les législatives comme on en a l'habitude, est-ce que ces élections générales? Je parle de ces Locales, élections, elles vont avoir lieu. Et nous, présidentielles. MC, nous allons travailler pour que ces élections, nous allons faire un plaidoyer. Il faut qu'elles aient Vous lieu, allez ces faire élections. pression. Non, c'est notre droit le plus strict d'exiger que ces élections aient lieu. Donc c'est un travail que nous allons faire. Et heureusement que c'est déjà annoncé qu'ils auront lieu. Mais si d'aventure elles n'ont pas lieu, et nous continuerons à faire notre travail pour dire elles doivent avoir lieu. C'est un droit à tout le monde et nous, le premier. Maintenant, Rapidement. est-ce que je crois dans ce programme Des de développements. développement? Tout d'abord, je salue cette initiative. Parce que la décentralisation, c'est aussi les développements à la base. Et que le gouvernement ait eu cette initiative de susciter le développement à la base, nous sommes contents. Mais attention, nous saluons d'abord l'idée. Mais moi, Monsieur Lionel, je ne vais pas répondre à votre question telle que vous la posez. Est-ce que je crois? Non, non. Nous ne croyons en rien. Nous allons Parce œuvrer. qu'on a vu de projets élaborés, de l'argent déboursé pour ce projet, Naturellement. par après, ce projet ne pas aboutir. Par Voilà. après, raison pour laquelle je dis, avec l'homme congolais, Oui. le citoyen congolais, dont les antivaleurs persistent encore, on le reconnaît, nous tous. Naturellement. Oui. Autrement, nous ne serions pas ici en train de déplorer et la gestion financière calamiteuse. Voilà pourquoi j'ai dit, nous ne croyons en rien. Nous allons veiller. Nous allons veiller à ce que ce qui est prévu soit fait. Donc, il n'y a pas de croyance, mais une surveillance tous azimuts pour que ce qui est prévu soit fait. Voilà, ça c'est le travail que nous allons Merci faire. beaucoup, Maître Honoré, coordonnateur national du mouvement pour le changement, Maître Sonzo, par rapport à ce programme de développement à la base de 45 territoires de la République démocratique du Congo. Non, merci beaucoup pour la question.
je ne peux que dire déjà ma satisfaction par le fait déjà que le gouvernement de la République ait pu penser, ait pu prendre cette initiative-là, ait pu comprendre qu'effectivement le développement qui peut donner des résultats doit partir de la base. Et donc cela va pouvoir avoir des effets d'entraînement si effectivement c'est effectif. Mais nous, MC, c'est vraiment un chantier formidable, c'est une thématique assez exaltante. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas allé vite, Maître Sun Tzu, en lieu et place de passer par une étude de faisabilité, savoir le besoin de chaque base, Ouais. si je peux dire ainsi? Nous estimons, ce serait faire un procès d'intention. À notre niveau, ce n'est pas notre responsabilité de dire qu'il est On allé est citoyen, vite. on est en train de réfléchir à autre Non, chose, nous, Maître Sun Tzu. OMC, On ne veut pas que ce soit comme d'autres projets où le gouvernement a sorti de l'argent, de projets qui n'ont pas abouti, de projets pour lesquels la population n'a pas bénéficié. Alors on est là pour réfléchir et pour dénoncer, naturellement, proposer des pistes de solutions aussi. naturellement, Oui. on ne pourra dire cela qu'après évaluation, parce que le projet n'est pas encore exécuté, pour voir si effectivement il a atteint, Moi je s'il vais vous plaît. dire ceci, Maître Sun Tzu, Oui. avec les projets Bukanga Alonso, en Oui. fait c'est pas dans le même sens, le même contexte, mais pourquoi ça a échoué? On a dit qu'il n'y a pas eu étude de faisabilité en amont. Est-ce que dans ces projets de développement à la base de 145 territoires, est-ce que le gouvernement a étudié le besoin de chaque base, de chaque territoire, de chaque province ou je ne sais quoi? Personnellement, Mm. pour peu que je connaisse certaines raisons de la déconfiture du projet Bukanga Alonso, principalement j'ai appris qu'il y a eu des détournements d'abord de fonds, parce que quand on parle de faisabilité, Là, c'est il y a notre paire de l'électricité, manches. s'il vous Oui. plaît. Il y a l'électricité qui devrait être renforcée, l'énergie électrique, pour faire tourner les machines, les grandes machines, et cet argent aurait été détourné, et des gens sont en train de répondre de ça à Makala. Alors, le projet de développement à la base de 145 territoires de notre pays, nous, au niveau du MC, nous n'allons pas aujourd'hui, on n'a pas encore exécuté ce projet pour voir si il atteint ses objectifs, à quel pourcentage. Commencer à dire qu'on n'a pas fait l'étude de faisabilité parce que nous n'avons jamais été associés à cela. Ce serait un procès d'intention Quelle inutile. chance donnez-vous Mais à nous, ce dans projet? notre travail, nous MC, c'est vraiment un chantier que nous allons accompagner par rapport à susciter l'appropriation par ces communautés de base, concrètement par le contrôle citoyen, renforcer le contrôle citoyen, la surveillance citoyenne, pour que ce qui s'est passé, comme vous le dites avec Bukanga Alonso, ne se passe pas. Et donc, voilà, à ce niveau, moi je crois que ce serait mettre la charrue devant le bœuf en disant que l'étude de faisabilité n'a pas été bien faite ou comment, mais cela ne viendra qu'au moment de l'évaluation s'il y a eu réussite ou échec. Mais nous estimons que ça va réussir. Mais pour que ça réussisse, il faut absolument que le peuple ne soit pas dans l'expectative. Ces communautés de base, maintenant nous travaillons avec ces communautés de base pour les positionner par rapport au contrôle citoyen dans l'exécution. Parce que vous savez qu'il y aura des comités de pilotage composés aussi d'une part des notables de ces communautés-là. Et donc pour nous c'est une aubaine, nous MC, pour davantage susciter l'intérêt au niveau de communautés de base, parce que les territoires renferment aussi des ETD, et donc le travail est Merci donné. beaucoup, Et Maître donc, Sun voilà. Tzu, toujours hésitant, mais je crois qu'on reviendra. Monsieur Minez Kouete, par rapport à ce projet de développement de 145 territoires, je repose cette question. Quelle chance donnez-vous à ce projet? Merci pour la question. J'aimerais dire une chose. De ce que j'ai appris, qu'il y a une étude de faisabilité. Donc il y a eu une consultation. En fait, quand tu as étude de faisabilité, non, je voudrais plutôt dire une consultation je dirais, de communautés de base. Quant au projet spécifique dont chaque territoire a besoin. Ça, c'est ce que j'ai suivi. Mais encore une fois, nous n'étions pas associés. Ce programme, je sais dire à quelle phase il est en ce moment. Tout ce que moi je peux dire, c'est que
c'est un programme à saluer, c'est une initiative, je dirais gigantesque, mais aussi très ambitieux, pourvu que, comme nous le disions depuis le début, qu'il y ait cette appropriation du citoyen, des communautés de base. Parce que, encore une fois, sans l'implication des communautés de base, sans l'implication des bénéficiaires, je dirais, il est difficile que ce projet n'aboutisse ou n'évolue. Parce qu'il est important que les bénéficiaires s'approprient, s'impliquent. Donc je crois que comment comptez-vous cela. accompagner le gouvernement dans ce projet, vous qui travaillez plus pour qu'il y ait éveil de conscience du côté de gouverner? Vous le dites d'ailleurs, c'est au travers de cette, je dirais, pas comme telle campagne, mais je dirais ce travail que nous faisons comment je dirais, d'implication des communautés, c'est de leur parler de leur importance d'abord du droit, de ce qu'eux ont à gagner dans ce projet s'ils s'impliquent. Donc c'est en les suscitant cet intérêt à travers cette vulgarisation, cette conscientisation, cet échange avec justement ces communautés de base quant à ce programme. Comme on dit au Lingala, besoin de ça, parce que les Congolais ont mon côté. Les hommes, ça la même vous les journalistes. C'est un travail. La participation citoyenne n'épargne personne. C'est l'intérêt des citoyens à pouvoir soutenir de projets d'intérêt général. Voilà. Vous aussi, ça vous concerne. Merci beaucoup, Maître Honoré Moussoko, coordonnateur national du Mouvement pour le Changement. Merci à vous, Lionel. Cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Merci également à Maître Sunzo Kalunga, membre du MC. Merci beaucoup d'être de notre cette soirée. Je vous remercie. Merci également à Monsieur Minez Kouete d'être passé dans cette émission face à l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Espérons que ce n'est pas une dernière fois. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Merci beaucoup à mes très chers invités qui nous ont honorés ce soir dans cette émission face à l'actualité. Sont définis pour ce magazine d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui a concouru pour sa réalisation. Et sont définis le rendez-vous dans le prochain numéro.